Ils ont enfin ouvert le jet privé de Michael Jackson. Et ce qu'ils ont découvert a laissé tout le monde sans voix. Ce n'était pas un simple avion. C'était un sanctuaire dans le ciel. La forteresse volante qui a transporté le roi de la pop à travers le monde pendant l'une des tournées les plus électrisantes de l'histoire de la musique, le Dangerous World Tour. Pendant des années, les fans et les initiés ont chuchoté sur ce qui pouvait se cacher à l'intérieur. Compartiment secret, musique inédite, relique personnelle. Lorsque l'avion a finalement été ouvert, ce qui a été révélé n'était pas du clinquant ou de l'excès, mais quelque chose de bien plus intime et humain. À l'intérieur du jet, pas seulement le luxe, mais aussi l'héritage. Loin d'être un symbole d'extravagance, le jet reflétait le poids émotionnel et physique de la célébrité mondiale. Chaque détail à l'intérieur, des sièges méticuleusement disposés aux espaces privés, racontait l'histoire plus profonde d'un artiste essayant de trouver la paix au milieu du chaos. L'avion en question, un Boeing 727, n'appartenait pas à Jackson, mais était affrété par une société d'aviation privée haut de gamme. À l'époque, il s'agissait de l'appareil idéal pour une icône mondiale. Le 727, un avion de ligne triréacteur à fuselage étroit, pouvait parcourir plus de 2500 miles à une vitesse de croisière de 570 mph. Spacieux mais agile, il permettait des départs rapides, des arrivées discrètes et une sécurité maximale, ce qui était crucial pour une personne constamment entourée de foule. Pourquoi ce jet est important? Plus qu'un simple outil de transport, ce jet était le refuge mobile de Michael. Un espace où il pouvait se reposer, se ressourcer et échapper au regard intense de la célébrité. Il n'était pas tapissé d'or ou de diamants. Au contraire, il était pratique, personnalisé et construit sur mesure. La simplicité qui régnait à l'intérieur contrastait fortement avec son image plus grande que nature. En fin de compte, le véritable choc n'a pas été dans ce qui a été trouvé, mais dans ce que cela a révélé sur l'homme derrière le mythe. Vulnérable, épuisé et en quête de normalité dans une vie qui ne le lui a jamais permis. Mais la décision de Michael d'affréter un 727 plutôt qu'un avion plus luxueux ou personnalisé avait plus à voir avec la fonction qu'avec le style. C'était au début des années 1990, à une époque où il était soumis à une pression constante de la part des médias de ses fans et de ses engagements professionnels. La tournée Dangerous Tour était une production de grande envergure, avec des arrêts en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et au-delà. Il était essentiel de voyager efficacement et en toute sécurité. L'avion avait une configuration VIP standard qui comprenait probablement des sièges inclinables, un salon privé et peut-être un module de chambre à coucher. Cependant, il n'était pas décoré comme un palais volant. Des sources qui ont travaillé sur la tournée ont déclaré que l'intérieur était plus pratique que tape à l'œil. Michael ne passait pas son temps à faire la fête dans le jet. Au contraire, il était plutôt tranquille. Il voyage avec ses proches collaborateurs, des professionnels de la santé et des agents de sécurité. Parfois, son chef personnel était à bord, mais les repas étaient généralement simples, surtout sur les vols courts. Il existe des enregistrements confirmés de l'atterrissage du jet dans des lieux de visite importants, notamment Bucarest, Tokyo et Buenos Aires. Dans un cas, l'avion est arrivé en Argentine avec 2 heures de retard sur l'horaire prévu, ce qui a amené les médias locaux à spéculer sur d'éventuels retards ou problèmes techniques. Mais les personnes proches de l'opération ont déclaré que le retard était lié à des changements de dernière minute dans les dispositions de sécurité de l'hôtel et non à l'avion lui-même. Lorsque l'avion a atterri, il l'a fait discrètement. Il n'y a pas eu d'image de marque, pas de fanfare, et souvent la nuit ou au petit matin. L'équipe de Michael a veillé à ce que tout soit étroitement contrôlé. Même le personnel de l'aéroport ne savait pas toujours qui était à bord jusqu'à ce que l'avion ait roulé. Le 727 a été jugé suffisamment sûr pour éviter d'avoir à changer constamment de compagnie d'affrètement. Cela a permis à l'équipage de rester cohérent, ce qui était important, compte tenu du besoin d'intimité et de stabilité de Michael. Il était une icône mondiale, mais lors de ses voyages en avion, il voulait disparaître de l'attention du public. Le 727 a rendu cela possible. Il convient également de noter qu'à cette époque,
Michael se concentrait davantage sur la gestion de l'effort physique que sur la création d'un spectacle dans les airs. Le jet n'était pas rempli d'accessoires plaqués or ou de décors exotiques. D'après ce que les initiés ont dit, l'atmosphère à bord était professionnelle et discrète. Il se reposait, lisait des scripts, passait en revue les notes de l'émission et dormait parfois entre les escales de la tournée. Dans de rares cas, il écoutait des démos au casque, mais l'avion n'était pas équipé d'un studio intégré. Pour Michael, le Boeing 727 était un outil. Il l'a aidé à maintenir une distance avec la presse, à éviter les perturbations et à traverser les frontières sans encombre. Le jet s'est intégré à l'arrière-plan, faisant son travail sans attirer l'attention. Et pourtant, elle a transporté l'un des êtres humains les plus reconnaissables de la planète d'un stade à guichet fermé à l'autre en silence efficacement et toujours sous le radar. Logistique de la tournée. La tournée Dangerous World Tour a été une opération logistique sans précédent. Chaque étape a nécessité un déplacement soigneusement programmé de personnes, d'équipements et de fournitures sur des milliers de kilomètres. Tandis que Michael volait à bord de son propre Boeing 727, le reste de la tournée se déplaçait en avions cargos, en camions et en vols de soutien affrétés. Ce n'était pas un petit groupe sur la route. Il s'agissait d'une production mondiale avec plus de 100 personnes en tournée et plus de 100 tonnes de matériel de scène. La production a utilisé des avions cargo Boeing 747 pour transporter des équipements essentiels tels que les éclairages, les tables de résonance, les échafaudages de scène, les systèmes d'alimentation de secours et les valises de costumes. Chaque installation comprenait une mise en scène modulaire qui pouvait être montée et démontée rapidement. La scène complète occupait plus de 20 000 pieds carrés et nécessitait des dizaines de travailleurs locaux sur chaque site, rien que pour aider à décharger et à préparer le site avant que l'équipe de la tournée ne commence à construire. Les tours de sonorisation pouvaient à elles seules atteindre 60 pieds de haut et nécessitaient des grues industrielles pour être positionnées. Les camions de la tournée se déplaçaient entre les villes et les régions où l'avion n'était pas efficace. Aux US et dans certaines régions d'Europe, les convois de camions à 18 roues étaient la norme. Ces camions transportaient des câbles, des enceintes, des machines à brouillard, du matériel pyrotechnique et du matériel de secours pour presque tous les équipements. Certains camions étaient réservés au transport du département des costumes, qui comprenait de multiples tenues de scène identiques et du matériel de secours pour chaque danseur et artiste sur scène. Michael n'a pas été impliqué dans l'aspect technique de ces mouvements, mais il a approuvé la plupart des embauches clés. Le directeur de l'éclairage, les ingénieurs du son et les directeurs de production étaient des personnes en qui il avait confiance. Ils ont répété pendant des semaines, avant le début de la tournée, s'assurant que tout de la synchronisation des projecteurs au lever de scène fonctionnait sans faille. Les répétitions n'étaient pas seulement destinées à la représentation. Elles étaient également liées à la logistique. Les équipes s'entraînaient à la vitesse à laquelle elles pouvaient démonter le décor et le charger dans des camions. Dans certaines villes, ils ont dû libérer les stades en moins de 6 heures pour éviter des amendes ou des pénalités de la part des autorités locales. Une unité de restauration distincte a voyagé avec l'équipe et a servi plus de 200 repas par jour. Ces repas étaient destinés à l'équipe, aux danseurs, aux travailleurs locaux et occasionnellement aux invités de marque. Les menus devaient être conformes aux codes sanitaires locaux dans chaque pays, tout en respectant les besoins diététiques stricts de Michael. La plupart du temps, l'équipe de restauration s'installait dans de grandes tentes à proximité des stades avec des remorques de réfrigération et de préparation mobile acheminées dans des camions séparés. Chaque ville présentait des défis différents. Dans certaines régions d'Amérique du Sud et d'Europe de l'Est, les réseaux électriques n'étaient pas assez stables pour répondre aux besoins de la tournée, de sorte que l'équipe a apporté des générateurs portables, parfois acheminés à l'avance par des vols distincts. Ces unités diesel pouvaient produire suffisamment d'électricité pour alimenter un petit quartier
et étaient utilisés pour maintenir les tables de résonance, les lumières, et même certaines parties du système de refroidissement en état de marche pendant le spectacle. La sécurité était un autre élément important. La police locale a engagé des sociétés de sécurité et l'équipe de protection de Michael a assuré la coordination sur chaque site. Les étapes de la tournée ont été planifiées des semaines à l'avance et les plans des sorties des stades, des itinéraires d'urgence et des flux de foule ont été analysés avant même l'arrivée de l'équipe. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Tout cela était géré en déplacement. Avant que les smartphones et les GPS ne deviennent de la norme, les organisateurs de tournées utilisaient des programmes imprimés, des talkies-walkies et des télécopieurs pour assurer le bon déroulement des opérations. Les réservations d'hôtels et de transports, les autorisations d'accès au site et la surveillance des conditions météorologiques étaient prises en charge par une équipe de professionnels travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7 et 7 jours sur 7. Michael n'a pas vu la plupart de ces événements se produire, mais c'est ce qui a rendu chaque performance possible. Le Boeing 727 l'a conduit jusqu'ici, mais ce qui a suivi, c'est une ville roulante dédiée à la construction et à la destruction d'un concert qui se ressemblait, que ce soit à Tokyo, à Munich ou à Rio de Janeiro. Sans ces machines en arrière-plan, la tournée dangereuse n'aurait pas été possible. Ce que nous savons. Comme vous pouvez l'imaginer, très peu de gens ont pu jeter un coup d'œil à l'intérieur du Boeing 727 qui a transporté Michael Jackson pendant sa dangereuse tournée mondiale. Il s'agissait d'un avion loué, souvent qualifié de chambre d'hôtel volante, mais seul un petit cercle de membres de l'équipage et du personnel interne a pu voir ce qui se cachait derrière les portes de la cabine. La conception et l'aménagement n'ont jamais été officiellement révélés au public et aucune photo officielle de l'intérieur n'a été publiée. Néanmoins, sur la base des rapports d'initiés et de personnel de l'aviation ayant travaillé autour de l'avion, nous pouvons nous faire une idée précise de ce à quoi ressemblait probablement l'intérieur de l'appareil. Le jet n'a pas été personnalisé à partir de zéro comme le font certains milliardaires avec leurs avions privés. Michael n'en était pas le propriétaire et il n'a pas été transformé en permanence pour un usage personnel. Il s'agissait d'un avion commercial modifié pour le transport de personnalités. D'après les rapports du personnel, l'intérieur présentait un mélange de sièges en cuir de première classe et de compartiments privés. Les sièges ont été réduits par rapport à l'agencement commercial d'origine pour faire place à des espaces de couchage, à une petite cuisine et à une salle de bain privée. L'espace a été conçu pour le confort et l'efficacité et non pour le luxe. Lorsque Michael entrait dans l'avion, il utilisait généralement une entrée arrière privée à l'écart des terminaux de l'aéroport. L'avant de l'avion était réservé à l'équipage du cockpit et au personnel de bord. La partie centrale comportait un court couloir avec des sièges inclinables, une table de travail et une armoire de rangement sécurisée. L'un des compartiments est équipé de rideaux occultants et c'est là qu'il se repose ou qu'il dort. Cette section était équipée d'un lit simple et non d'une suite complète, et était bordée de panneaux sombres pour plus d'intimité. Le système de divertissement était simple selon les normes d'aujourd'hui. Il y avait un petit moniteur fixé au mur de la salle de repos et une installation audio portable apportée à bord par le personnel. Michael écoutait des démos au casque et regardait parfois des cassettes VHS pendant les vols plus longs. L'avion ne disposait pas de télévision par satellite d'Internet ou d'un centre multimédia complet. Les rapports indiquent qu'il apportait des livres, des scripts et parfois des notes de tournée sur le vol. Il n'était pas très sociable pendant les vols et préférait le silence ou la musique douce. Selon les initiés de la tournée, la caractéristique la plus importante de l'avion n'était pas le mobilier ou l'agencement, mais l'atmosphère. L'équipage a été informé qu'il devait réduire le bruit au minimum et éviter toute interaction inutile. L'équipe de sécurité de Michael effectuait un balayage avant chaque départ. Sur certaines lignes du personnel médical est présente à bord. Une petite trousse de voyage contenant des fournitures médicales était conservée dans l'un des compartiments supérieurs, mais rien n'indique qu'elle ait été utilisée en cas d'urgence pendant les vols de cette tournée.
Le service de restauration était assuré par une hôtesse de l'air spécialisée formée pour respecter les préférences alimentaires de Michael. Michael évitait le sucre transformé et la viande rouge. Les repas comprenaient souvent des fruits, des légumes, du poulet cuit au four et des tisanes. La cuisine était équipée d'appareils de base, d'un four à micro-ondes, d'un chauffe-eau et d'un réfrigérateur compact. Les repas étaient servis sur des plateaux avec des ustensiles réutilisables et la vaisselle était nettoyée après chaque vol par le personnel d'assistance et non par les agents de manutention de l'aéroport. Un fait moins connu est que Michael n'a jamais piloté l'avion lui-même, bien que des rumeurs aient circulé sur son intérêt pour le cockpit. Un ancien pilote a déclaré qu'il avait déjà posé des questions techniques sur la façon dont le 727 gérait les turbulences et les charges de carburant. Pendant le décollage et l'atterrissage, il restait généralement à l'arrière de l'avion, parfois allongé avec un casque anti-bruit. Dans les turbulences, l'équipage a déclaré qu'il restait calme et montrait rarement des signes de détresse. Son équipe a veillé à ce qu'il soit informé des horaires de la durée et des conditions du vol, mais il n'a pas participé à la navigation ni à la planification. Les mesures de sécurité à bord étaient strictes. Un membre de la sécurité personnelle de Michael était toujours présent pendant les vols, assis à 1 ou 2 rangées de lui. Parfois, 2 gardes se relayaient sur les longs trajets. Il n'y avait pas d'armes à feu à bord, mais les procédures de sécurité étaient strictes. Des contrôles d'identité ont été effectués avant l'embarquement, et dans certains aéroports, l'équipe a demandé un accès privé au tarmac afin d'éviter les foules de l'aérogare. Rien dans l'avion n'était accidentel. Du moment où Michael est monté à bord, jusqu'à ce que les portes se referment derrière lui, l'avion a été traité comme une extension mobile de son espace personnel. Il était calme, protégé et isolé. Chaque personne qui y pénétrait avait une raison d'y être et suivait des protocoles stricts. Il n'y avait pas de surprise, pas de passagers de complaisance et aucun média n'y avait accès. Alors que la plupart des fans imaginaient le jet comme extravagant rempli d'or et de finition haut de gamme, la vérité était bien plus sobre. L'intérieur de ce Boeing 727 était construit autour de la routine du repos et du contrôle, 3 choses que Michael avait rarement lorsqu'il était au sol. Ouvrir les portes. Pendant des années, le Boeing 727, qui a transporté Michael Jackson lors de sa tournée Dangerous World Tour, est resté entreposé, oublié de la plupart des gens, marqué uniquement par les registres d'aviation et les documents de maintenance. Il s'agissait d'un jet loué, qui ne faisait partie d'aucune collection permanente de musée, et après la fin de la tournée, il a été rendu à un usage civil. Mais les choses ont changé, lorsque des années plus tard, un groupe de spécialistes de la préservation de l'aviation a acquis l'appareil. Selon les personnes qui connaissent bien le processus de récupération, l'objectif était simple. Ils ont inspecté l'avion, documenté tous les aménagements intérieurs restants et vérifié ce qui avait été laissé sur place si tant est qu'il y en ait eu. Finalement, ils ont ouvert le jet privé de Michael Jackson et ce qu'ils ont trouvé vous laissera sans voix. Dès l'ouverture de la porte principale, il est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple 727 retiré du service. Bien que certains éléments personnalisés aient été enlevés au fil des ans et remplacés par des équipements commerciaux standards, les images actuelles montrent qu'il y a encore des pièces qui suggèrent un passé très différent. Dans l'un des compartiments de rangement situés à l'avant, on a découvert un emploi du temps plastifié énumérant plusieurs vols de Tokyo à Séoul et Taipei, chacun étiqueté avec des initiales et des dates correspondant à l'itinéraire de Michael en 1993. Plus à l'arrière, dans un compartiment de rangement supérieur qui avait été fermé depuis longtemps, les équipes ont trouvé un petit sac de vol. À l'intérieur se trouvait une paire de lunettes de soleil, une note manuscrite au marqueur noir avec les noms des étapes de la tournée et un casque anti-bruit avec des oreillettes usées. Les techniciens qui ont manipulé les objets ont déclaré que le sac appartenait probablement à un membre de l'équipe de Michael, mais la nature personnelle du contenu a soulevé des questions. L'écriture n'a jamais été officiellement authentifiée, mais les initiés qui ont vu la note ont affirmé qu'elle ressemblait à l'écriture en bloc que Michael utilisait dans ses notes de répétition.
Une autre découverte a été faite dans la cuisine arrière. Coincé derrière un panneau cassé près du plancher de la cabine, un dossier roulé contenant des documents imprimés, des copies carbone de documents de voyage, y compris un bulletin météorologique pour un vol à Buenos Aires et une liste de contrôle pour le service des repas avec le nom Jackson écrite à la main en haut de la page. Bien que ces pages ne contiennent rien de scandaleux ou de cacher la découverte, est tout de même remarquable. Il s'agit d'un rare lien physique avec les opérations de la tournée préservées par accident et non par intention. L'objet le plus inattendu provient d'une trappe de maintenance située à l'arrière de l'avion. Un technicien travaillant sur des panneaux de plancher a remarqué une petite enveloppe décolorée coincée sous l'isolation. Il contenait une série de photos probablement tirées d'une pellicule 35 mm montrant une vue du cockpit, l'équipage souriant devant l'avion et une photo floue de Michael tête baissée marchant vers les escaliers dans la nuit. Les images n'ont pas été mises en scène ou destinées à la publicité. Il s'agit de clichés rapides probablement pris par une hôtesse de l'air ou un membre de l'équipe au sol. Leur origine n'est pas claire, mais personne ne s'est manifesté pour les réclamer. Ce qui a le plus choqué les gens, ce n'est pas le contenu lui-même, c'est la normalité même de l'ensemble. Pas de coffre-fort, pas de message caché, pas d'objet mystérieux. Le jet avait rempli exactement la fonction pour laquelle il avait été conçu. Transporter rapidement et en toute sécurité un passager de premier plan au cours de l'une des tournées les plus complexes jamais organisées. Les personnes qui ont participé à l'ouverture de l'avion ont déclaré que le moment était surréaliste. Pendant des années, les fans ont spéculé sur les déplacements de Michael. Et lorsque les portes se sont enfin ouvertes, ils ont été accueillis non pas par du glamour, mais par des fragments de vie réels, des objets pratiques, des notes oubliées et les restes d'un programme de tournée exigeant. Cela a rappelé à tout le monde que même les superstars mondiales ont besoin d'un endroit pour s'asseoir dormir et récupérer entre les moments de chaos. En fin de compte, le jet ne cachait pas de secret. Il contenait des souvenirs du contexte et de la clarté. Lorsque l'on évoque les déplacements de Michael Jackson lors de sa tournée mondiale, on a tendance à imaginer des excès, cabines décorées d'or, chefs privés, des salons de luxe dans le ciel. Mais la véritable importance de ce Boeing 727, et ce qui a été confirmé par ceux qui ont travaillé autour de lui, réside dans ce qu'il révèle de la façon dont Michael abordait son travail. Il ne s'agissait pas de se faire plaisir. Il s'agissait de stabilité de routine et de se protéger d'un monde qui ne cessait de l'observer. Michael était au sommet de sa gloire mondiale pendant cette période. Chaque ville où il se rendait attirait des foules souvent par milliers, dans l'espoir de le voir sortir d'une voiture ou de le saluer depuis le balcon d'un hôtel. Pour un homme soumis à la pression constante du public et des médias, le 727 est devenu plus qu'un moyen de transport. C'était le seul endroit où il pouvait disparaître même pour quelques heures. Ce contexte modifie la façon dont le jet doit être compris. Les initiés de la tournée ont répété à maintes reprises que Michael était plus préoccupé par le timing et l'intimité que par le décor. Il n'a pas demandé de comptoir en marbre ou de lustre personnalisé à bord. Ce qui lui importait, c'était de disposer d'un espace où il pourrait respirer à l'abri des risques liés à la sécurité et des cris des supporters. C'est ce que lui offrait le Boeing 727. Ce n'était pas l'avion le plus grand ou le plus clinquant de l'époque, mais il était fiable et adaptable. Il pouvait décoller rapidement, atterrir dans des aéroports plus petits et être reconfiguré en interne sans devoir passer des mois dans un hangar. Cet aspect pratique s'étendait à l'équipe qui l'entourait. Les personnes qui ont voyagé avec Michael n'ont pas été choisies pour leur luxe. Elles ont été choisies pour leur confiance, leur discipline et leur capacité à faire en sorte que tout se passe bien. Il s'agissait d'hôtesses de l'air formées à la discrétion d'un personnel médical qui comprenait sa routine et d'un équipage qui savait comment faire en sorte que les choses se déroulent avec un minimum de friction. Beaucoup d'entre eux sont restés avec lui pendant des années. Cette constance était importante pour Michael qui ne réagissait pas bien aux changements de dernière minute ou aux environnements inconnus. Des raisons plus profondes ont également motivé le maintien d'une organisation de voyage discrète. Au début des années 1990,
Michael doit déjà faire face à une pression juridique croissante et à l'attention des tabloïds. Ses déplacements sont surveillés, parfois même suivis par des journalistes qui tentent de l'intercepter dans les aéroports ou les halls d'hôtels. Un jet d'apparence modeste et banalisé était plus sûr. Cela attirait moins l'attention et permettait à son équipe de changer d'itinéraire, de reprogrammer ou d'atterrir sous le radar si nécessaire. Cela faisait partie d'une stratégie plus large. Créer un monde à l'intérieur d'un monde où le personnage public pouvait être temporairement mis en pause. Les problèmes médicaux ont également joué un rôle dans l'utilisation de l'avion. Michael souffrait de douleurs chroniques au dos et avait besoin de se reposer entre les spectacles, en particulier après 2 spectacles consécutifs. Selon ses proches, il lui arrivait de se faire administrer une thérapie musculaire ou un traitement par la lumière en plein vol. La cabine devait être silencieuse, propre et à température constante. Il n'était pas viable de voler dans un avion à réaction avec des changements constants de personnel ou une exposition au public. Le 727 lui offre un environnement prévisible où ses besoins peuvent être satisfaits en toute sécurité. Il y a aussi la question de l'espace mental. Pour quelqu'un qui se produit tous les soirs devant des dizaines de milliers de personnes, les heures passées entre les villes sont parmi les seuls moments où Michael n'est pas enregistré, suivi ou analysé. L'avion lui permettait de réfléchir tranquillement. Il pouvait réviser sa chorégraphie, lire, ou simplement être seul sans être interrompu. Il n'y avait pas d'entourage pour prendre des selfies, ni de journalistes pour poser des questions. C'était un calme structuré, et c'était rare pour lui. L'idée qu'il n'y avait pas de grands secrets cachés à bord ne rend pas l'avion sans importance. Elle le rend plus humain. Elle recadre la façon dont nous parlons de Michael, non pas comme d'un mythe, mais comme d'un artiste en activité, gérant une vie qui n'avait pratiquement pas d'interrupteur. Le jet n'était pas un fantasme, c'était un abri. Non pas contre les fans, mais contre le coût de la célébrité à chaque heure du jour. Ce que le 727 révèle en fin de compte, ce n'est pas à quel point sa vie était glamour, mais à quel point elle devait être contrôlée. Chaque décision, le choix du jet à louer, les personnes qui l'accompagnent, l'aménagement de l'intérieur a été prise pour protéger quelque chose de plus fragile que l'argent ou l'image. Il s'agissait de protéger la seule chose que Michael n'avait pas assez, la paix. Comprendre cela donne un poids nouveau au rôle de l'avion dans sa vie. Ce n'était pas seulement un élément de la tournée, c'était un élément du système qui a permis à la tournée d'avoir lieu. La découverte du Boeing 727, utilisé par Michael Jackson lors de la tournée Dangerous World Tour, a suscité des réactions au sein des communautés de fans et des médias. Lorsque l'intérieur de l'avion a enfin été documenté, les découvertes ont changé la façon dont les gens percevaient la vie de Michael sur la route. Plutôt que des histoires d'extravagance, il en est ressorti une histoire ancrée dans la discipline, la routine et un effort pour maintenir la normalité au milieu du chaos. Les fans ont exprimé leur soulagement en constatant qu'il n'y avait pas de trésors cachés ou de conspirations à bord. Les forums en ligne et les groupes de fans ont débattu des résultats, beaucoup notant que la modestie de l'intérieur du jet correspondait à ce qu'ils savaient de la personnalité de Michael à cette époque. Plutôt que de luxe, il s'agissait de créer un espace sûr. Certains fans ont raconté comment l'équipe de Michael a travaillé sans relâche pour protéger sa vie loin des yeux du public. La couverture médiatique a été mesurée. Les experts en aviation ont expliqué le rôle du Boeing 727 dans la logistique des tournées, soulignant son efficacité pour les artistes qui avaient besoin d'un transport fiable entre les escales internationales. Les commentateurs ont souligné que la taille et la configuration de l'avion permettaient des rotations plus rapides dans les aéroports, ce qui était essentiel pour respecter des calendriers serrés. Le jet n'était pas propre à Michael, mais représentait une classe d'avion privilégiée par les artistes et les dirigeants. Les journalistes ont également souligné le contraste entre la perception du public et la réalité. Alors que l'image de Michael était souvent plus grande que nature, le jet symbolisait le côté pratique de sa carrière. Il rappelait aux gens que derrière chaque spectacle à guichet fermé se cachait un énorme travail de planification et de coordination.
Le jet faisait partie d'un puzzle mouvant qui reliait des dizaines de villes, des centaines de membres d'équipage et des milliers de fans. Certains médias se sont penchés sur la façon dont le jet soulignait l'importance accordée par Michael à la vie privée et au contrôle. Les experts en sécurité ont fait remarquer que le fait de voyager à bord d'un aéronef pour le moins discret permettait de faire preuve de discrétion. Cela était particulièrement important à une époque où Michael était confronté à un examen minutieux de la part des médias et à des poursuites judiciaires. En ce sens, le Boeing 727 est devenu un outil de gestion des risques autant qu'un moyen de transport. Pour les historiens et les analystes de l'industrie musicale, l'avion a ajouté un contexte à une période critique de la carrière de Michael. Le Dangerous Tour était sa première grande tournée mondiale, après plusieurs années de silence relatif. Le rôle du jet a illustré la façon dont l'infrastructure derrière ces spectacles devait s'adapter aux nouvelles exigences, qu'il s'agisse de défis techniques ou de sécurité personnelle. Il a également reflété l'évolution de la culture des tournées, où l'efficacité et la sécurité prennent de plus en plus d'importance. Enfin, l'héritage de ce Boeing 727 va au-delà de sa forme physique. Il symbolise l'équilibre que Michael recherchait entre sa personnalité publique et sa vie privée. Les intérieurs calmes et l'aménagement fonctionnel du jet sont une métaphore de l'homme qui pouvait électriser des stades la nuit, mais qui avait besoin de solitude pour se ressourcer. L'avion nous rappelle que sous la superstar se cache une personne qui subit une pression constante. En fin de compte, l'ouverture des portes de ce jet n'a pas révélé de trésors secrets. Il a révélé une histoire d'endurance, de logistique et de lutte pour le contrôle dans un monde incontrôlable. Le Boeing 727 de Michael Jackson reste un morceau d'histoire, non pas pour ce qu'il contenait, mais pour ce qu'il représente, les réalités cachées derrière le spectacle. Que pensez-vous de ce qui a été trouvé dans le jet privé de Michael Fates? Le nous savoir dans les commentaires.